Ça fait 2 mois que je suis en train de penser à ce vlog, et que je me dis, faut absolument que je fasse ce vlog, faut absolument que je fasse ce vlog, ça va être génial de faire ce vlog, et c'est tellement génial que là, en appuyant sur le bouton REC et en commençant à tourner le vlog, je suis véritablement excité à l'idée de parler de ce film. Puisque, mesdames et messieurs, dans ce vlog nouvelle génération, comme vous pouvez le voir, nouveau cadre, nouvelle façon de faire les vlogs, petit logo animé, tout le bordel, on essaye de faire quelque chose qui évolue un petit peu, et vous aurez maintenant des images des films, je vais essayer d'en mettre quelques-unes pour illustrer, histoire que vous soyez un peu moins perdus, et que vous n'ayez pas que mes paroles sur lesquelles vous reposez, que vous ayez aussi quelques images pour illustrer tout ça. Mais j'avais incroyablement envie de parler de Sauvage, puisque c'est un film réalisé par Camille Vidal-Naquet, mon ancien professeur d'analyse de film. Ah! Le maître! L'élève va noter le maître. Est-ce que vous imaginez dans quel état de bonheur je suis? C'est ce mec qui m'a appris à analyser des films, c'est ce mec qui m'a appris à lire un film, à reconnaître les codes du cinéma, et ce qui m'a ensuite donné envie de vous les transmettre. C'est un mec qui est vachement important pour moi, Camille Vidal-Naquet, je dois vous avouer, je me suis un peu inspiré de lui sur certaines parties de mon personnage du cinéma de Durandal. Il était un petit peu théâtral aussi, comme moi. Vous avez raté votre vie si vous n'avez jamais vu Camille Vidal-Naquet remettre une écharpe en cours. C'est la meilleure chose. Il prend son écharpe et il la balance comme ça sur le côté avec un grand geste. Mais surtout, c'est un mec qui avait vraiment cette idée de dire que le cinéma, tous les films sont du cinéma. En gros, tous les films utilisent les mêmes codes. Et que du coup, il n'y a pas de matière noble ou pas noble pour étudier le cinéma. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais films, mais il n'y a pas de matière noble ou pas noble pour étudier le cinéma. C'est-à-dire que c'est un mec qui nous a fait étudier aussi bien Psychose, Fenêtre sur cour, Marnie et d'autres trucs de Hitchcock, que du Almodovar, du Pedro Almodovar, que Alien de Ridley Scott. Et c'était un prof qui, par exemple, quand il nous faisait des devoirs, dans lesquels j'étais pas forcément le mieux noté de la classe, mais il n'y a pas d'aspect vengeance dans ce vlog, j'ai beaucoup aimé le film. Je fais juste une intro pour vous expliquer pourquoi pour moi c'est un bonheur de faire ce vlog. Donc il avait un truc, c'est qu'en fait quand il me donnait un devoir, limite il aimait pas ça en fait, nous donner des devoirs, et donc du coup pour s'excuser de nous avoir donné des devoirs, à la fin il nous diffusait soit un extrait d'un épisode des Simpsons, avec un extrait qui fait une allusion à un film, si possible le film sur lequel on vient d'être questionné, qu'on a étudié, sur lequel on vient d'avoir notre devoir. Par exemple, le truc c'est que les Simpsons font très souvent des allusions et des hommages au cinéma, en particulier aux films de Hitchcock, donc il y a des angles de caméra qui sont repris tels quels dans des films de Hitchcock et qui sont transposés dans les Simpsons, etc. Donc il nous montrait soit ça, soit, et c'est là qu'on voit que le mec aime vraiment un peu tout dans le cinéma, un extrait de Destination Finale. Parce qu'il jugeait que les films Destination Finale, peu importe lesquels, généralement il nous passait des extraits du 3... il y en a un avec une nana qui fait de la gym et il y a un clou qui est posé sur le truc. Pour lui, le truc qui était génial avec Destination Finale, c'était le travail de l'attention, en fait. De voir le personnage, et qu'en fait, toutes les scènes reposent sur l'idée de travailler l'appréhension et de se demander d'où est-ce que le danger peut venir, et si possible, réussir à faire en sorte que le danger vienne de là où on l'avait pas vu venir à la base. C'est un truc qui était vachement intéressant, et qui montrait donc que ce mec aimait à peu près tous les genres de cinéma. Et donc, il vient de faire son premier long métrage, Sauvage. Il avait fait des courts-métrages avant, et pour finir vite fait sur l'aspect Camille Vidal-Naquet en tant que prof, il a jamais voulu nous montrer ses films ou ses courts-métrages. Et on savait qu'il a fait des courts et des moyens-métrages, c'est qu'il a fait un moyen-métrage qui s'appelait Backstage, je crois. Et on a fini par le savoir en allant fouiller sur IMDb, quoi. Mais le mec ne l'a pas dit. Et quand on est allé le voir en lui disant, vous voulez pas nous faire une projection de votre film, puis histoire qu'on voit ce qu'il... Il a fait, ouais. Genre, il était pas du tout motivé. Étant donné que Sauvage est déconseillé au moins de 16 ans, c'est pas improbable que les moyens-métrages le soient aussi. Et je crois que je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il a pas du tout envie que ses élèves voient ses courts-métrages et ses films. Je tiens d'ailleurs à noter une très belle réplique, une des meilleures répliques du cinéma. Vas-y, crache tout, mon petit chat. Meilleure réplique que j'ai jamais vue dans un film. Bravo, Camille. Je comprends tellement pourquoi il veut pas que ses élèves voient ses films. Donc voilà, ça c'était pour le côté anecdote personnelle, et pourquoi est-ce que c'est un bonheur pour moi de parler de ce film. Cet homme, le réalisateur de ce film, est celui qui m'a appris à analyser des films. Donc voilà, et je le remercie du fond du cœur, parce que sans lui, je serais en bonne partie pas la personne que je suis aujourd'hui. Pas au niveau de l'attitude, de ce genre-là, ni le fait de faire une chaîne. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il m'a ouvert l'esprit et qui m'a aidé à comprendre, et voilà, enfin c'est ce qui était son rôle, hein, il était prof, il était là pour ça.
Mais vraiment, je lui en suis reconnaissant, parce qu'on doit être reconnaissant envers ses professeurs et envers ceux qui nous aident à sortir de notre marasme et de, et de notre médiocrité. Voilà! Sauvage est l'histoire de Léo, ce que vous ne sauriez pas en voyant juste le film, parce que son prénom n'est jamais prononcé une seule fois dans le film, et à vrai dire, aucun des prénoms d'aucun des personnages n'est jamais prononcé dans le film, ce qui paraît anecdotique à dire comme ça, mais c'est un tour de force à réussir à sortir dans un film, réussir à faire un film où tu sais précisément qui sont tous les personnages et qu'est-ce qui arrive à chacun, sans jamais pouvoir mettre un temps dessus. Et c'est quand tu sors du film que tu fais « Ah oui, le moment où... Comment il s'appelait ?» Et il parle où... Comment il s'appelait? Et tu te rends compte d'un seul coup que personne n'avait de prénom, enfin presque. Donc du coup, je crois que le prénom de Léo doit être évoqué vite fait une fois. Léo est donc un jeune garçon de 22 ans, qui est prostitué, mais qui, contrairement à une partie de ses collègues, ne se prostitue pas pour l'argent, mais pour être aimé, pour offrir de l'amour. Tout son personnage tourne autour de ça, il tourne autour du fait de vouloir trouver une âme sœur, de vouloir trouver quelqu'un contre qui se serrer dans les bras de la nuit, enfin la nuit ou le matin dans le lit. Je vais vous lire le résumé parce que rien que quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça trop cool. Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d'argent. Les hommes défilent, lui reste là, en quête d'amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s'élance dans les rues, son cœur bat si fort. J'adore ce résumé. La fin, son cœur bat si fort. Bravo Camille, c'est charmant. Donc voilà, ce film qui donc se tourne autour de la prostitution et qui, bizarrement, en mettant en scène des choses qui sont pas extrêmement fun, reste pourtant extrêmement léger parce que son personnage principal est justement extrêmement léger et candide. On a l'impression que tout lui passe dessus, littéralement parfois, et qu'il en a rien à foutre et qu'il va se relever de toute façon. Jusqu'à ce qu'il arrive à trouver ce qui lui apportera son plaisir et ce qui est donc une histoire d'amour. Ce sur quoi je me suis attardé, bien évidemment, c'est la mise en scène. Parce que c'est ce qui m'a aidé à étudier justement Camille Galnaquet, la mise en scène. Et du coup, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes et je vais donc vous les revenir dessus parce que c'est le but des vlogs, c'est de revenir sur la mise en scène et sur ce qu'il y a d'intéressant et de concret dans la mise en scène des films. Il y a par exemple, dans la première scène, tout un jeu sur le véritable sens de la scène. Au tout début, on a l'impression que le personnage est en train de faire quelque chose, et ça semble tout à fait logique, ça semble tenir, et comme la scène démarre au milieu de cette action, déjà en cours, on se dit que la scène doit être une scène de ce qui se passe dans la scène. J'essaie de pas spoiler, cela dit. Et à peu près en milieu de scène, tu commences à dire, dis donc, ça part un peu en couille, c'est marrant, et quand t'arrives à la fin de la scène, tu vois, ah, ok, en fait c'était ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Mission Impossible a fait ça il y a peu de temps. Réussir à te tromper sur la scène que t'es en train de regarder. Parce que du coup, c'est extrêmement cinématographique. C'est vraiment, c'est une question de langage. Le fait qu'on soit arrivé au milieu de la scène fait qu'on a cru que c'était notre réalité. On notera au passage la marque de fabrique de l'auteur français, qui commence à faire son premier film et qui veut faire un peu artsy, le 1,66. Le ratio 1,66 du film, il me semble bien. Quand je vérifie sur certains sites, c'est marqué 1,85. Mais quand j'ai vu le film projeté en salle, j'avais nettement l'impression que c'était beaucoup moins large que du 1,85. Beaucoup. C'est pas très loin, hein, mais je crois pas que ce soit du 1,85, je crois que c'est du 1,66. Je suis pas sûr à 100%. Mais c'est un peu le format, c'était le format qui avait été mis en avant par la Nouvelle Vague, le ratio qui avait été mis en avant par la Nouvelle Vague, qui a un côté beaucoup plus esthétique, qui est apparemment le cadre le plus artistique, le plus parfait, etc. Donc quelque part, le fait de faire son premier film en 1,66, je vois un petit peu le délire. Il y a aussi une utilisation générale de la caméra qui est très porteuse de sens. Camille Vidal-Naquet m'avait parlé par exemple de le comportement de la caméra et du décor par rapport à la caméra dans Alien. Parce que vous savez que dans Alien, les portes s'ouvrent quand la caméra passe devant, alors que la caméra n'est pas censée exister, donc elle n'est pas censée ouvrir la porte. Il y a un traitement de la caméra qui peut être intéressant pour chaque film. Il y a les regards mystérieusement autres qui sont derrière des obstacles, donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui t'observe. Lui, il a fait du coup, comme traitement de la caméra, une caméra très documentaire, caméra à épaule pendant tout le film, ce qui du coup crée un côté réaliste. L'effet de la caméra épaule, de la caméra documentaire, c'est ça, c'est de créer cet aspect documentaire, cet aspect réaliste, cet aspect image prise sur le vif. Si on a dû bouger et se précipiter pour faire le point et arriver vers le personnage pour prendre l'action, c'est que ça devait se dérouler en temps réel et que le caméraman était obligé de courir. Donc il y a un sentiment qui n'est pas du tout vrai, qui est une suspension d'incrédulité, mais qui est un sentiment de réalité quand on a une caméra qui bouge comme ça. Et donc lui, il l'utilise comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, sur l'utilisation de la caméra, au début du film, il va filmer le personnage de dos, et en fait, c'est seulement quand la caméra va arriver devant lui, va le rattraper et passer en face, et que donc on va être en face du personnage, et qu'on va se confronter au personnage, et qu'on va décider que c'est lui le personnage du film qu'on va suivre.
À ce moment-là, seulement le titre apparaît. Donc il y a une utilisation comme ça de la présence de la caméra qui est vachement intéressante et qui effectivement a toujours donne toujours le sentiment d'être au milieu de l'action, notamment parce que c'est sa volonté principale quand on est au milieu des groupes de prostituées qui sont dans le bois de Vincennes, qu'on suit tout le temps dans le film, parce que c'est leur zone de base, hein, à lui et à ses collègues. Et cette caméra, du coup, nous met au milieu de leur groupe, nous met au milieu de leurs actions, au milieu des bagarres qui peuvent se déclarer, au milieu des histoires d'amitié plutôt, si on veut faire autre chose, etc. Donc, du coup, c'est vachement intéressant. C'est une caméra qui permet de faire des choses extrêmement vivantes. De même, au niveau de la lumière, il y a un traitement de la lumière qui est extrêmement réaliste, de la même façon que la caméra. Alors, au passage, hein, c'est aussi un petit truc qui permet de pas avoir à trop payer au niveau du budget. Si tu fais quasi tout, presque tout en lumière naturelle, bah t'as pas de projecteur à acheter, donc ça se fait la location au moins pendant le tournage, t'as plus que la caméra à louer et les acteurs à payer, et puis évidemment l'équipe technique, hein, les chefs déco, tout le bordel. Mais ça fait une certaine économie de pas avoir à créer la lumière d'un lieu avec des projecteurs. Du coup, le truc c'est que comme tu peux pas la rehausser artificiellement la lumière, il faut réussir à trouver des choses qui passent bien. Donc il y a des scènes qui sont parfois un petit peu compliquées à filmer. Il y a une soirée en appartement par exemple, et donc c'est que les lumières internes de l'appartement, donc il faut que ça fasse une ambiance un petit peu tamisée, un petit peu étrange. Je doute, je me demande s'il n'y aurait pas un très léger rehaussement de projecteur. Il doit quand même y avoir un côté fauché parce que cette scène où se passe donc la scène de l'appartement, je suis quasi certain qu'ils ont fait un vieux truc de chef déco, c'est qu'ils ont utilisé le même appartement pour faire 2 appartements. La scène du coup de la soirée en appartement, l'appartement doit faire beaucoup plus petit puisque c'est vraiment un appartement, c'est un appartement parisien, des gens je crois que c'est des étudiants pour la plupart ceux qui sont là, ou des jeunes en tout cas, donc du coup des gens qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer un gros appart, mais les moulures sont presque exactement les mêmes qu'un autre appartement un peu plus loin, qui est l'appartement d'un vieux, un client de Léo chez lequel il va. Et je suis presque sûr que c'est les mêmes moulures, je suis presque sûr que c'est le même appartement, et qu'ils ont juste en fait fermé les portes, parce que c'est des grands appartements ouverts et qui sont ouverts par des murs qui s'ouvrent entre les deux, et ils ont dû fermer les portes et les condamner, mettre des posters dessus, etc., pour faire croire que une petite partie de l'appartement, du grand appartement, était le petit appartement dans lequel il y avait la soirée au début. Mais effectivement, donc, pour en revenir, il y a un travail de la lumière qui est du coup assez intéressant, puisque réaliste à la base, utilisé de façon réaliste. Le seul truc, c'est que la gestion de la lumière va peut-être parfois être un peu hardcore à prendre pour certaines personnes, notamment la scène dans la boîte de nuit, où du coup on utilise les lumières naturelles de la boîte de nuit, sauf que les lumières naturelles de la boîte de nuit, elles sont stroboscopiques, elles arrivent par flash, et du coup il y a quand même un léger risque d'épilepsie pour ceux qui ont ce problème, mais ça permet de faire une mise en scène assez intéressante parce que justement ce côté lumière stroboscopique, comme la caméra ne capte qu'une image par-ci par-là toutes les secondes, ça donne une impression de scène en photo en fait. On a l'impression que c'est une scène où le mec a juste pris des photos de chaque événement et ensuite les a mis bout à bout avec du noir au milieu. Et du coup, il y a un sentiment qui est vachement intéressant parce que tu sais que cette image est en mouvement, mais en fait, la lumière t'empêche de voir le mouvement et te donne l'impression que c'est une image fixe. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a certains plans où du coup, les deux lumières se mélangent. Parce que forcément, hein, c'est quand même un lieu assez restreint, au bout d'un moment, t'as des lumières qui se mélangent. Et du coup, il y a ce truc très étrange de voir des lumières qui restent tout à fait les mêmes très longtemps, dans un ensemble qui est extrêmement sombre et extrêmement noir, donc cette lumière qui reste la même est un peu en pénombre quand même, c'est pas non plus une lumière ultra claire, c'est un peu de la pénombre, un éclairage un peu de côté, un peu de profil. Et d'un seul coup, il y a ces flashs de lumière qui débarquent d'un coup et qui donnent l'impression qu'on prend une photo en plein milieu de la scène, quoi. Donc il y a un travail comme ça de la lumière qui est assez intéressant et de la caméra qui pousse vers un certain réalisme. Les plans en extérieur aussi sont toujours filmés avec des lumières qui sont assez naturelles et qui sont intéressantes parce que la lumière naturelle a un côté plus chaleureux, plus humain, ce qui est aussi collé à l'aspect quête d'amour du personnage de Léo, quoi. Autre chose aussi, c'est que justement comme il cherche quelque chose de très sentimental, comme il cherche l'amour, quelque chose d'assez sage, on va dire, on pourrait se dire que du coup, l'idée de base, ce serait de rentrer dans une relation plus stable. Et cette relation plus stable est représentée à un moment par, alors, je crois, mais c'est quelque chose c'est un élément qui revient vraiment très souvent dans le film. Donc je pense qu'il a un sens. Les chemises à carreaux. Parce que du coup, c'est un peu le truc, t'as une chemise à carreaux, tu te tiens un carreau, enfin le côté carreau, les lignes qui se croisent, le truc très organisé, très parallèle, etc. Perpendiculaire plutôt, puisque ça se croise. Et le truc, c'est que donc il y a un moment où il se met à contempler l'idée de se dire, est-ce que je devrais pas me caser et avoir une histoire un peu plus solide, enfin plus stable. Et c'est pile poil le moment où quelqu'un lui donne une chemise à carreaux qui se met autour. Et il a une étrange obsession pour un aéroport. Et ils vont avec ses potes prostituées regarder les aéroports s'envoler. Les avions s'envoler dans les aéroports.
Et quand le premier avion qu'on voit s'envoler comme ça, sur la queue de l'avion, il y a un motif à carreaux. Et genre exactement le même motif à carreaux que la chemise qu'il est en train de porter. Donc je pense qu'il y a un côté, est-ce que je devrais être dans cet avion-là? Est-ce que je devrais prendre l'avion du truc à carreaux? Je peux faire de la surinterprétation totale, hein, mais il me semble vraiment que c'est ça. Parce que plus loin dans le film, c'est le mec avec qui il est, qui a la chemise à carreaux, qui donc symbolise, en principe, ce qu'il devrait vouloir, quoi. Et surtout, il a en plus une espèce de doudoune au-dessus de lui, et t'as un peu le sentiment que c'est l'étouffement en fait. Il y a aussi, parce que il a aussi écrit le film, il n'y a pas que de la mise en scène, il y a aussi des décisions scénaristiques, des arcs qui ont été écrits, il y a quand même quelques arcs, et notamment des setup payoff. C'est le fait de mettre en place quelque chose à un moment dans le film pour ensuite l'utiliser plus tard. Certains connaissent ça sous le concept du fusil de Tchekhov. Dans le décor, tu mets un fusil quelque part et tu sais qu'à un moment ou l'autre dans le film, quelqu'un va aller prendre le fusil et l'utiliser. À moins que ce soit autre chose, une collection, un truc dans ce genre-là, mais généralement, c'est des choses qui sont assez bien marquées. Et il y a deux setup payoff. Il y en a un que je trouve intéressant par rapport au médecin. En revanche, il y en a un que je trouve beaucoup moins intéressant, c'est celui par rapport au pianiste. Qu'on voit un peu venir, comme le nez au milieu de la figure, quoi. Ça paraît un peu évident ce qui risque de se passer avec ce personnage-là, et ça se produit. Et du coup, quand ça arrive, tu fais... Je veux bien que ton personnage soit en quête de trucs quelque chose, mais je vois vraiment pas ce qui pourrait le pousser à rentrer dans cette voiture et à aller voir ce mec. Le pianiste est un client qui est connu pour faire des choses très particulières, et ça me paraît un peu aberrant que le personnage de Léo le suive, et ça fait un peu parce que c'est le script et qu'on doit suivre le setup payoff et qu'il y a un arc particulier à mettre en place. Il faut mettre aussi une notion de danger rajouter une notion de danger dans le truc. Comme si le boulot était pas assez dangereux comme ça à la base, mais il a voulu rajouter un truc comme ça. Je trouve que c'est vraiment mon petit défaut, c'est le truc du pianiste. J'aurais complètement viré ça du film parce que pour moi ça ne sert à rien. J'ai bien aimé notamment certaines ironies au niveau du script qui, je trouve, sont très réalistes. Genre le fait qu'il aille, à un moment il va avec un client et ils sont en train de faire un plan à 3 avec un mec. Lui il embrasse, son collègue qui est aussi prostitué n'embrasse pas. Il fait des câlins, il se donne à fond, il fait toutes les positions, etc. Et pourtant, une fois que le plan A3 de base est fini, le client veut continuer avec l'autre. Le connard, qui depuis le début a toujours dit non à tout, était limite violent, veut pas embrasser, veut rien faire du tout, et il veut rester avec lui. Et vous savez, ce vieux cliché de la meuf qui dit oh là là, pourquoi est-ce que je sors qu'avec des sales types, pourquoi je sors jamais avec un mec bien? Et quand elle dit ça, il y a 12 mecs bien qui tournent la tête, qui essaient de sortir avec elle depuis 2 ans, mais soit elle leur a dit non, tu m'intéresses pas, soit elle leur a dit non, tu m'intéresses, mais je ne voudrais pas que cette relation mette en danger notre amitié. Ça, c'est un peu ce truc-là, quoi. C'est le truc c'est toujours celui qui veut donner ce que tu cherches, auquel tu t'intéresses pas du tout, en fait. Tu t'intéresses jamais. Il y a des scènes qui sont assez trash, mais que je vois tout à fait être réalistes, notamment avec un autre plan à 3 et des clients qui sont pas du tout respectueux. Et à mon avis, quand effectivement tu payes ton partenaire sexuel, surtout pour un truc comme ça, c'est pas juste pour coucher, c'est pour un fétiche particulier en couple. Donc effectivement, je pense que ce genre de non-respect, ça doit exister, mais c'est contrebalancé également avec des scènes assez tendres. Et en fait, tout le film, c'est ça en fait. C'est un mec qui se prend des trucs très violents dans la gueule, mais en même temps des trucs tendres et qui essaye de trouver et de faire sa vie entre les deux en fait. Sans jamais être en train de se dire, ça c'est un truc que j'ai bien aimé pour le coup. Pour une fois, on n'a pas fait un film sur la prostitution où le mec est là, oh mon dieu, la prostitution, c'est horrible, il faut que je sorte du truc et machin. Bon, la prostitution, chacun a son opinion sur le truc, surtout que ça dépend si c'est la prostitution volontaire ou involontaire. Il y a des gens qui disent que la volontaire n'existe pas. Enfin, ce sera chacun votre truc. Mais j'aime bien justement l'idée que pour une fois, on soit pas en train de faire un truc sur la dépression pour dire, oh mon dieu, t'es une pute, c'est horrible, faut que tu sortes du truc, faut que machin, on te remet dans le droit chemin, la société, tout le bordel. C'est juste un personnage qui est, bah non, c'est ma vie, je fais ça me dérange pas, voilà quoi. Donc je continue à faire mon truc. Il me semble, cela dit, qu'il est quand même plutôt responsable pendant tout le film et qu'il met des capotes et des trucs dans ce genre-là. Juste pour dire qu'il est conscient des risques, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est pas contre ce qu'il est en train de faire, qui est pas contre lui-même, qui se déteste pas. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve assez rafraîchissant. Sans doute pour poursuivre la même idée d'ailleurs, autant l'acteur qui joue Léo est très Félix Marito, je crois. Très mignon, très bien foutu, charmant, et c'est un plaisir qu'il soit torse nu pendant presque tout le film. Mais il y a un travail décor qui est assez prononcé, décor vieux, mais pas seulement, décor handicapé également, et décors un petit peu différents et qui sont toujours filmés sans aucun jugement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit ces scènes, on a l'impression d'avoir véritablement filmé des gens en train de faire l'amour,
et qu'il n'y a pas de notion de oh là là, lui il a du bide, lui il a des poils, lui machin, c'est peu importe. Il y a un côté très respectueux, un peu éloigné du corps aussi, peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qui se ressent et qui marche assez bien. Le fait que effectivement de tous les corps soient présentés et soient traités de manière quasi égale, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Voilà pour ce premier vlog de reprise sur Sauvage, réalisé par Camille Vidal-Naquet. Quel bonheur, je pensais vraiment jamais avoir l'opportunité de faire un truc comme ça. Camille Vidal-Naquet, c'est un mec qui m'a extrêmement marqué, et c'est généralement le prof que la promo préfère. Donc voilà, enfin je suis ravi surtout pour lui, je suis ravi qu'il ait réussi à faire un film, et j'espère que du coup avec ce vlog je pourrai le mettre un petit peu en avant et l'aider à faire un peu parler de lui, mais le film a vachement marché, il a fait des festivals et il a été vachement reconnu, il a reçu des putains de critiques élogieuses, tout le monde a dit que c'était génial, je crois que Télérama a dit vous n'oublierez jamais le film, enfin ça restera toujours en tête, etc. Donc ça marche super bien pour lui, donc je suis super content pour Camille. Et j'espère que ça continuera comme ça pour lui. Peut-être qu'il va devenir notre Xavier Dolan français ou un truc dans le genre. Ou je sais pas ce qu'il ferait comme autre film en dehors de ça. Est-ce qu'il va faire que des films sur la thématique gay ou est-ce qu'il va faire des films sur une autre thématique? Je ne sais pas, mais je suis ravi que ça y est, sa carrière commence à donner quelque chose de vraiment réussi et qui marche très très bien. Donc félicitations Camille et merci pour tous tes cours. Et pour vous autres, je vous dis à un prochain vlog sur un prochain film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!